Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Nous nous voyons aujourd'hui dans le cadre des entretiens de la Ligue Le Monde à l'endroit. Vous avez entamé une réflexion il y a maintenant 3 mois au cœur de l'été à propos des dernières élections municipales. Vous avez été intimement frappé par l'abstention massive qui a été constatée lors de ces élections. Il y a des causes externes, mais vous voyez surtout des causes politiques. Et cette réflexion vous a même poussé à circonscrire les limites de votre projet politique qui était jusqu'à présent le localisme. Est-ce que vous pouvez simplement nous faire un peu l'état de ces réflexions de ces dernières semaines? Oui, j'ai été blessé par l'importance de l'abstention par les élections municipales. J'ai été blessé parce que il n'y a aucun motif politique à l'abstention aux élections locales, qui sont les seules élections qui étaient encore un peu démocratiques. Mais pour qu'une élection reste démocratique, il faut que les électeurs soient nombreux à se déplacer, sinon elle perd de son poids démocratique. Or, c'est ce qui s'est passé lors des dernières élections et j'en suis fort mari. J'en suis très peiné parce que je pensais que cet espace de liberté était peut-être l'élément de base qui permettait de relancer la machine politique dans un pays où elle est morte. Hein, elle est morte du fait de la trahison des partis politiques et cette trahison est tellement ressentie par le peuple que leur réaction c'est de rejeter toute élection, hein, c'est de prendre un tournant antidémocratique. Or, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, mais si la démocratie n'est pas un système parfait, les systèmes autres que démocratiques sont peu accessibles à l'esprit cartésien qui est le mien. Donc, certes, la démocratie n'est pas le paradis, mais c'est un moindre mal. Et ce moindre mal, si on le disparaît, ben, c'est le pire des maux, les pires des maux qui risquent d'arriver. Et bien sûr, en tant qu'homme politique responsable, je ne vois pas cela comme un bien, mais comme un drame. Donc, quelle a été ma réflexion? Ma réflexion, d'abord, pourquoi les gens sont obtenus? On l'a dit, c'est parce qu'ils sont systématiquement trahis, et à force d'être trahis, ben, on se dit, ça ne sert à rien de se déplacer, ne nous déplaçons pas. Mais, pardon de vous couper, mais on a fait peur aussi aux gens. Oui, ça c'est l'autre aspect. C'est l'autre aspect qui a accéléré l'importance de l'abstention, l'utilisation politique du Covid-virus qui se perpétue hein, et qui est un crime contre la démocratie et contre l'esprit. Mais malgré tout, il n'en demeure pas moins qu'il y a une nécessité à analyser le dossier, à l'analyser en toute liberté. Donc, abstention égale désespoir, ou désespoir égale abstention, comme on veut. Qu'est-ce que c'est qui peut rendre l'espoir? Dans l'état de dégradation où nous sommes, l'espoir ne peut survenir que si l'on trouve quelqu'un d'exceptionnel qui est à même, par ce qu'il fait aujourd'hui, de rendre l'espoir aux citoyens. C'est-à-dire qu'il nous faut quelqu'un qui ait le courage de défendre des idées de bon sens, ce qui n'est pas du tout à la mode et qui est même poursuivi par la justice, et qui est donc le courage, mais qui est l'intelligence aussi, qui est le talent, et qui est une audience médiatique, parce que aujourd'hui, le combat est médiatique. Hein, on l'a bien vu localement, si l'élection très locale peut encore se défendre, dès que l'on passe au stade supérieur, dès qu'on passe au régional par exemple, eh bien c'est la télévision et les médias qui font l'élection et non pas le combat des candidats politiques. Donc il nous faut trouver quelqu'un d'exceptionnel. Hélas, les gens exceptionnels sont rarissimes. Alors, nous avons analysé avec beaucoup de soin tous les gens qui sont connus, qui défendent de bonnes idées, et qui aient du courage, qui aient du talent. On a cherché et on en a très peu trouvé. On en a trouvé un qui a toutes les qualités que je viens d'énoncer, mais qui n'est pas candidat. Et comme on n'en a trouvé qu'un,
nous pensons qu'il faut que nous l'obligions à être candidat en quelque sorte, que nous lui forcions la main. Le terme d'obliger est un mauvais terme, hein, parce qu'on n'oblige personne, mais que nous l'encouragions, que nous l'incitions à être candidat aux élections les plus médiatiques de notre pays, c'est-à-dire aux présidentielles. Donc, résumons-nous, on a cherché un candidat qui ait tous les critères d'être un bon candidat, on est certain de l'avoir trouvé, mais il n'est pas candidat, donc il faut travailler à ce qu'il devienne candidat. Petite question, puisqu'on a l'impression que vous compliquez un peu la vie, on est à presque moins de 2 ans de l'élection présidentielle, et déjà, il y a des candidats qui se sont annoncés. Même proche de vos idées, Nicolas Dupont-Aignan, avec qui que vous avez soutenu au moment des européennes. Il y a Jean-Frédéric Poisson, que vous avez côtoyé, je crois, à l'Assemblée nationale. Oui, c'est 2 amis. Il y a Jean Lassalle aussi, que j'aime beaucoup. Qui n'a pas vraiment annoncé sa candidature, mais ça fait peu de doute qu'il ira. Il y a même Marine Le Pen. Bon, il y a déjà des candidats déclarés. Alors pourquoi vouloir chercher celui qui ne l'est pas, absolument? Alors, vous avez, parmi les gens que vous avez cités, il y a trois amis que j'estime beaucoup, mais qui n'ont pas toutes les qualités pour être le leader qui va totalement changer la donne. Quelle est la donne aujourd'hui? Aujourd'hui, si rien ne change, nous aurons au 2e tour Marine Le Pen, que vous avez citée, mais dont je ne parlerai pas, et Macron. Et on sait déjà à l'avance que c'est Macron qui sera élu. Donc c'est un scénario de désespoir. Donc exit Marine Le Pen, elle n'est pas là. Hein, elle n'est pas là. Elle n'a jamais été là d'ailleurs, qui l'a vu. Et les 3 autres sont des amis qui doivent être dans une équipe présidentielle, hein, qui ont éminemment leur place dans une équipe présidentielle, comme beaucoup d'autres, mais qui n'ont pas tous les talents que j'ai énoncés. Soit ils ne sont pas férocement connus sur le plan climatique, ce n'est pas des emblèmes médiatiques, ils ont du talent, mais pas autant que ceux que je souhaiterais, etc. Je n'en vois qu'un, moi, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour a toutes les qualités que je crois dont la France a besoin. Hein. Donc, il n'est pas candidat. Mon deal, c'est créons des comités de soutien partout à la candidature d'Éric Zemmour. Si nous soulevons l'espoir comme il doit le soulever, à ce moment-là, je crois qu'on change radicalement la donne, et on change la donne avec un espoir réel qu'aujourd'hui nous n'avons pas et qu'aujourd'hui personne ne porte. Faisons 2 hypothèses à partir de celle-ci. La première, il est candidat, tout se passe bien, et à ce moment-là, comment ça se construit et comment on arrive jusqu'au perron de l'Élysée. 2e hypothèse, il ne souhaite pas l'être, et à ce moment-là, quel espoir politique reste-t-il? Quand on se bat en politique, c'est pour changer les choses. Il est évident que je suis persuadé que si nous arrivons à canaliser un large soutien populaire, par exemple si on réunit 1 million d'adhérents au comité de soutien, Éric sera porté par cette poussée populaire et ne pourra même pas refuser d'être candidat, d'autant que tous les jours, il montre ses qualités de combattant, son courage, son talent. Tous les jours, il le montre. Et ce serait un infini gaspillage auquel je ne crois pas s'il refusait d'être porté par un vaste courant populaire que je crois est prêt à être créé. S'il n'est pas candidat, j'avoue que je vois l'avenir de ce pays dramatiquement mauvais. Hein, parce que tout est là pour que la France renaisse, mais tout est là pour qu'elle disparaisse. Et les forces qui sont mises en marche pour détruire notre pays, et pour détruire l'Europe d'ailleurs, sont tellement puissantes que seul un vaste élan d'amour populaire pour notre pays pourra le changer.
Si les candidats, c'est que nous aurons réussi notre première partie, c'est-à-dire lancer un vaste courant de soutien à sa candidature, et je pense que la donne politique sera totalement changée, hein, et qu'on ne parlera pas d'un deuxième tour Marine-Macron qui serait dramatique. Vous dites que tout est là pour que le pays renaisse. Vous parlez aussi de l'Europe. Avez-vous, pensez-vous à des exemples particuliers, ou même dans le monde a priori, qui seraient des exemples de renaissance, si ce n'est à suivre, en tout cas duquel on pourrait s'inspirer? Les nuages noirs qui s'accumulent sont énormes et terrorisants quand on y réfléchit, hein, et même paralysants. Et on voit bien dans ce pays le nombre de gens qui sont désespérés et qui voient l'avenir en noir. On les comprend. Mais il y a quand même des espoirs patents. Quand on va dans les pays de l'Est, on est surpris de voir que l'Europe existe encore, existe charnellement. On voit d'ailleurs dans ces pays-là le courant populaire pour lequel nous nous battons en France avec beaucoup de difficultés prendre une ampleur que nous espérons nous suivrons, hein. Donc je pense que le combat pour la survie de notre civilisation n'est pas encore perdu, et je suis sûr qu'on peut encore le gagner pour peu que tout ce qui unit, tout ce qui nous unit, hein, tout l'amour pour notre civilisation, pour notre peuple, qui est le ferment de notre combat, si on arrive à canaliser tout ça, la donne changera. Et à partir du moment où il y a une véritable volonté, le chemin est facilement trouvé. Petite question subsidiaire qui rejoint votre introduction. L'une des causes qui apparaît souvent de l'abstention, parce que pour que tout ça se réalise quand même, il faut réconcilier justement l'électeur avec son vote et la foi en sa capacité d'action. Et il y a ce sentiment de trahison que vous évoquez si bien. Mais souvent les gens disent, le problème c'est qu'on élit quelqu'un qui va nous dire qu'il est empêché par un certain nombre de contraintes, de règlements, de lois, voire même par le prêt-à-penser que vous dénoncez depuis quelques dizaines d'années maintenant, qu'il est empêché en fait d'agir tel que les électeurs le veulent. Et en fait ils se disent, ça ne sert à rien, l'homme qu'on élit est tout aussi impuissant que nous. Et il y a une forme de fatalisme inévitable qui naît à ce moment-là. Comment persuader que l'élu a encore du pouvoir? J'ai écouté Éric Zemmour hier au soir, et il parlait du poids infernal de la Chambre de justice européenne, de la Cour de justice européenne, qui interdisait, en fin de compte, à la justice française d'assumer ses véritables devoirs. Et il disait, il faut en sortir. Il est bien évident qu'on doit récuser la Cour de justice européenne, qui est une cour qui travaille avec beaucoup d'acharnement à la destruction de tout ce qui fait notre civilisation et de tout ce qui fait l'Europe. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. On m'a toujours dit que c'est les fonctionnaires qui faisaient le travail et qu'on ne pouvait rien changer. Quand j'ai été élu à Orange, on le disait déjà. Et moi, j'ai trouvé des fonctionnaires qui travaillaient avec moi, hein, bien que bien souvent ils n'étaient pas la même coloration politique que la mienne, travaillaient avec moi et étaient strictement obéissants dans le bon sens du terme, c'est-à-dire travaillant dans le sens du bien commun que je lui demandais de suivre, et alors même qu'ils avaient fait le contraire pendant des années auparavant. Je crois que ce qui fait défaut dans notre pays et dans notre monde, ce qui fait défaut, c'est de la lucidité, de l'intelligence et du courage. Ces trois talents, Éric Zemmour les a.